Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques. Par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK, on va parler de convention entre communes et intercommunalités dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine, avec en matière d'agents le fait que quand on parle de congés annuels non pris par les agents cessant leur fonction, aucun principe général de droit, aucune convention internationale ou autre n'impose d'indemnité compensatrice. Pour les élus, une QPC a été transmise au Conseil d'État. On verra après, ça remonte jusqu'au Conseil constitutionnel, sur une intéressante question d'égalité de traitement entre élus en situation ou non de handicap quant à leur remboursement de frais, parce que il y a des rédactions un peu différentes entre textes. En matière de contrat, dans le cadre de marchés publics impliquant des prestations juridiques, on ne peut pas faire que de l'honoraire de résultat. De toute manière, c'est contraire à la loi. En matière d'urbanisme, une assez grosse actualité. L'autorité, quand j'ai une modification d'un projet en cours d'exécution, l'autorité compétente ne peut exiger du pétitionnaire que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux irréguliers. Donc en clair, ce qu'on appelle la jurisprudence Talmy, qui est un outil puissant, ne s'étend pas au permis de construire modificatif, ce qui donne lieu à pas mal de débats entre praticiens sur le point de savoir si c'est mieux ou moins bien. Et puis en 2020, le Conseil d'État avait assoupli sa possibilité d'agrandir une construction isolée en zone littorale. Ben oui, mais sur la base de quel point de départ? Est-ce que je peux faire des petites modifications tous les ans avec des demandes et puis à la fin faire en réalité ce qui sera en réalité une extension d'urbanisation? La réponse est non, le Conseil d'État a mis fin à cette ruse par une décision du 30 avril. Et puis en matière d'expropriation, le projet public, évidemment il faut qu'il y ait un projet quand j'exproprie, mais le projet peut être partiellement inabouti quand justement seule la future maîtrise foncière me permettra de finaliser mon projet, en l'occurrence pour une question de dépollution et d'aménagement futur. Et puis en matière d'aménagement, a été publiée une importante directive sur la performance énergétique des bâtiments. Je vous ai mis plein de détails ici à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis sur les futures élections européennes, les textes se succèdent à chaque fois. On en a cette semaine eu 4 de plus. Pour ce qui est de la télévision, pour ceux qui s'intéressent au petit écran, on est au courant des débats très vifs qui sont dans l'émission Touche pas à mon poste et d'une manière générale sur les différentes chaînes du groupe Bolloré et du fait qu'il y a souvent des suites judiciaires. À cette occasion-là, l'Arcom a eu à sanctionner, c'est la loi qui le prévoit, quand il y a des injures qui sont proférées dans les émissions. Ah oui, mais c'est peut-être inconstitutionnel, nous disait le groupe C8. Non, c'est pas inconstitutionnel. L'Arcom a bien le droit de sanctionner. Ce qui, dans le contexte actuel, y compris de renouvellement des chaînes, n'est pas un détail. Mais c'est une confirmation. Et puis, confirmation aussi, on a eu énormément de séries de jurisprudence de Conseil d'État ces dernières années, validant les chasses traditionnelles à la glu, etc., puis revirement, en raison notamment du droit européen, et toute une série désormais de décisions protégeant les oiseaux quand ils sont piégés ou capturés ou tués par des chasses traditionnelles, sauf dans certains cas. Nouvelle décision qui est sans doute un point final sur le canardage juridique de certaines chasses traditionnelles qui ne sont plus trop défendables en droit. Conseil d'État 6 mai 2024. Et puis les mini-brèves que voici. Que voilà. Et puis pour ceux qui font du contentieux, je vous ai mis quelques décisions importantes à la toute dernière page de ces mini-brefs, n'hésitez pas à se mettre sur pause. Que voilà. Mais passons à notre grand dossier, convention entre communes et EPCI. Alors, via la mutualisation ou via beaucoup de conventions, y compris pour aménager des transferts de compétences, on a tous, dans beaucoup de territoires, utilisé des conventions, et il y a des régimes juridiques assez multiples aujourd'hui, entre communes et EPCI, voire même d'autres structures dans la sphère publique. On peut avoir des régies personnalisées, intercommunales de transport, qui vont passer des conventions, mutualiser des choses avec les communes. Il y a des outils pour cela. Il y a d'ailleurs pléthore d'outils. Sauf que à tout aménager par contraint, il arrive qu'on perde un peu de la capacité à gérer tous ensemble et à coucher du consensus à une échelle intercommunale pour des projets. Mais en même temps, ces conventions ont beaucoup de mérites dans certains cas et permettent parfois même des gestions infracommunautaires mais supracommunales. Alors, c'est un sujet qui est important, qui est souvent débattu. J'ai voulu échanger là-dessus avec mon frère, confrère et associé Yann pour faire un petit point avec vous à ce sujet. Bonjour Yann. Bonjour.
Et d'abord, ce qui frappe, c'est la diversité de ces outils contractuels. Oui, il y a des grandes diversités d'outils, ils font parfois doublons, mais tant mieux, hein, il y a des chevauchements heureux qui peuvent exister. Et surtout, il faut bien comparer ces outils. Ils ont tous leurs forces, leurs faiblesses, et il faut les comparer par rapport aux besoins du territoire et faire vraiment du sur-mesure, tout en restant simple, opérationnel, et en prenant pas que la dimension juridique, mais aussi les dimensions financières, humaines évidemment, et puis aussi en se projetant sur l'avenir. Il y a donc tout d'abord les conventions, ou du moins celles exonérées de mise en concurrence et de publicité. Oui, on peut voir effectivement ces conventions. Elles s'avèrent très commodes, elles permettent d'équilibrer, hein, chacun selon ce qu'il aura voulu comme niveau de service. Il ne faut pas, avec ces conventions, espérer que ce sera un consensus de territoire. Et c'est pas ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'elles permettent justement de pouvoir parfois répondre aussi à des besoins ciblés sur une partie de mon territoire. Attention, il ne faut pas non plus que ça devienne un émiettement. Mais voilà, justement, cette souplesse des conventions rassure les maires et peut être utile dans nombre de cas. Et de nombreux régimes atypiques existent aussi, c'est ça ? Oui, il existe d'autres outils à côté de ça, ou à côté de la mutualisation simple, ou des conventions de prestation de services ou autres. Il ne faut pas tomber dans l'excentrique. Hein, ces outils, si on n'y a pas recours tous les jours, c'est pas un hasard, c'est qu'ils correspondent qu'à des situations très particulières. Pour autant, il ne faut pas s'interdire d'y recourir. Parfois, on cherche un mouton à 5 pattes, et il existe. Il est dans le code général des collectivités territoriales ou un autre code. Donc, il ne faut pas s'interdire. Par exemple, certains outils comme l'entente ou la création d'une structure comme une SPL ou encore certains outils de mutualisation auront leur intérêt. Attention, parfois, il faudra aussi combiner peut-être ces outils entre eux. Puis viennent les outils de mutualisation à proprement parler. Évidemment, parfois, on aura tendance à aller chercher vraiment des conventions un peu complexes, alors que finalement, la réponse, elle est assez simple. Elle est même parfois automatique, liée à un transfert de compétences. C'est dans le domaine des outils de mutualisation, avec la mise à disposition de services, ou le service commun notamment, qui sont parfois les bonnes solutions pour organiser la coopération commune-communauté, voire même parfois de manière un peu plus large, avec des structures tierces. Le service commun n'est pas limité, par exemple, à la seule relation commune-communauté. Avec des facettes différentes, hein, selon qui porte cette mutualisation. Ça permet aussi parfois du coup de remettre la ville centre, par exemple, au cœur de la stratégie, puisque parfois la mutualisation est rattachée à celle-ci, non pas à la communauté. Et puis, ces outils-là sont à combiner avec des mécanismes de neutralisation financière aussi qui peuvent être pertinents. Et même la prise de compétences peut donner lieu à ajustements, à conventions complémentaires, en sus de la définition de l'intérêt communautaire, bien sûr, ou métropolitain. Et puis, évidemment, il ne faut pas s'interdire certains mécanismes. Parfois, on cherche du côté de la convention, alors que la réponse, parfois, elle sera du côté du transfert de compétences. Et il est faux de croire qu'un transfert de compétences est un rouleau compresseur qui suppose une uniformisation parfaite. D'abord, je peux rédiger parfois de manière un peu fine ma compétence. Et puis surtout, c'est que désormais, mon transfert de compétences, il peut être à la carte. C'est désormais possible dans le Code général des collectivités territoriales pour les communautés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, on a toujours évidemment les astuces rédactionnelles de la compétence, l'intérêt communautaire qui s'applique sur les compétences dites d'intérêt communautaire au sens du Code, qui permettent de créer de la souplesse et de faire un peu de sur-mesure. Et puis parfois, on va combiner ça avec les conventions. C'est-à-dire que je transfère la compétence, mais pour certains cas, je je rends la gestion à la commune par une mutualisation, par une délégation de compétences à travers les compétences eau et assainissement par exemple, ou encore des délégations de gestion. Et reste que tout ceci n'est pas la même chose, que ces outils sont loin d'être interchangeables. Il faut comparer les conventions avec les transferts de compétences. On peut parfois les concilier entre eux aussi. Et évidemment, ils n'auront pas tous les mêmes effets. Certains vont pouvoir s'imposer aux communes, d'autres vont être forcément plus dans une logique partenariale, même si c'est toujours ce qu'on recherche au final. Mais les conventions, il faut être deux forcément pour signer la convention. La possibilité de recours à du sur-mesure va être variable en fonction du transfert et de la convention de mutualisation. Tout ça, là encore, c'est à regarder au cas par cas, avec l'assistance de juristes par exemple. Donc avant tout du sur-mesure ? Alors oui, on peut faire du sur-mesure et on peut aller très loin sur le sur-mesure. Mais attention, trop de sur-mesure peut aussi conduire à émietter la situation, à voir
des besoins complexes du coup d'encadrement, rien que pour le pilotage du conventionnement, et n'oublions pas la lisibilité aussi pour la population. Très difficile de faire comprendre à une population que les niveaux de service ne sont pas les mêmes sur telle commune, parce qu'on a fait des choix baroques en termes d'organisation. Ces outils sont des outils formidables, mais attention, il ne faut pas pêcher par excès. Avec souvent des phases, des montées en puissance à programmer. Il est important là aussi de planifier et d'y aller progressivement. Et ça, c'était toute la stratégie des schémas de mutualisation qui sont un peu moins exploités aujourd'hui, puisque beaucoup de textes sont passés depuis. Mais un des enjeux quand on était dans la schéma de mutualisation était de prioriser par rapport au territoire et de se dire, plutôt que de vouloir lancer plein de chantiers différents, plein de conventions différentes, eh bien, on va s'exercer sur un premier projet, on l'évalue, on regarde ensuite la deuxième étape qu'on va accompagner, et ainsi de suite. Et c'est vrai que je souhaite soit mettre à mener vraiment un projet de territoire, ou même pour une seule compétence que je veux accompagner d'outils d'accompagnement, ou un seul objet, on va dire habitat social par exemple, eh bien, il est important de planifier en disant, peut-être que notre stratégie, elle est à tiroir, avec une première étape, à l'horizon 2026, et puis on évalue 2026, et peut-être que là on passera d'un deuxième outil. Par exemple, on se teste sur une mutualisation à une petite échelle, ou une compétence à l'échelle de quelques communes, et puis après on voit, après une étude qu'on a lancée de faisabilité pour un plus gros projet, sur le basculement, une nouvelle compétence. Donc il ne faut pas rester figé, il faut s'autoriser des scénarios d'évolution ou des scénarios évolutifs en la matière. Bien, merci beaucoup. Au revoir, merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Allez, pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.